Bienvenue à notre podcast numéro 1 de l'expérience d'être soi, parce qu'on vient de loin. Oui, bienvenue tout le monde et on rappelle que c'est un podcast dans le but d'aider les hommes qui vivent des moments difficiles, donner des solutions, des alternatives, de faire de l'ouverture de conscience, penser de façon différente et tout ça dans le but que ça soit accessible maintenant pour aider, soutenir, guider et partager avec les gens. Super. Donc, la première émission, Oui. on va avoir l'honneur d'en savoir plus sur mon co-animateur, Manuel Xavier. C'est bien moi. Bon, Manuel, est-ce que ça te tente de nous parler un peu de toi aujourd'hui pour que les auditeurs puissent mieux te connaître et savoir pourquoi que tu as embarqué avec moi dans le but de faire des podcasts pour aider les hommes? Ça me fait plaisir. Pour commencer, je vais un petit peu parler de mon histoire. Je suis arrivé au Québec en 67. Je pense que l'année que tu es né, en plus. Oui! Je suis arrivé en 67, j'avais 5 ans. J'arrivais de l'Europe, du Portugal. Et c'est certain qu'au début, il y avait un certain choc parce que c'est une nouvelle mentalité, c'est un nouveau peuple. Je parlais pas beaucoup français. On a vécu en France un petit peu. D'abord, c'est sûr que c'est une adaptation, mais qui se fait quand même très rapidement. Je me suis intégré facilement. Puis à un moment donné, j'ai commencé à apprendre plus le français. Puis je dis, c'était bien. C'était à Montréal, dans le quartier portugais. Te rappelles-tu, Manuel, à 5 ans, quand tu es arrivé, de quelle façon tu pouvais te sentir dans ce nouvel environnement-là, dans ce pays-là, ici, au Québec? Bien, je me souviens d'un événement, c'est parce que peut-être j'avais déjà 6 ans, mais je me souviens que la première fois que j'ai vu de la neige, c'était drôle parce qu'au Portugal, il n'y a pas de neige. Il y a de l'hiver, mais il n'y a quand même pas de neige. Je me souviens que j'avais commencé à aller à l'école vers 6 ans, première année. Dans ce temps-là, on n'était pas obligé de faire la maternelle, là. Puis, je me souviens qu'il y avait une grosse tempête. Mais, grosse tempête, il faut s'entendre. Mais pour nous, moi et ma tante, là, qui avait jusqu'à 30 plus que moi, on était toutes mal pris. Puis on savait pas comment revenir à la maison. On était sur le plateau, tu sais. Puis on avait été chez des amis portugais. Puis j'avais été impressionné par la première neige, là, tu sais, quand même. C'était spécial, là, tu sais. Mais je me rends compte que ça n'a pas été long. Quand on est jeune, on est comme une éponge. J'ai observé vite la mentalité québécoise. J'ai pris l'accent québécois. Puis j'étais à l'école française. D'abord, ça a été quand même très rapide, l'intégration, parce que quand tu as 5 ans, 6 ans, ça va vite, là, tu sais. Ça a quand même bien été. Je veux dire, le choc était quand même pas trop pire. À 5 ans, ça allait quand même bien. Oui, assez bien, oui, assez bien, oui, 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 oui. Bon, puis ton adaptation, en fait, à quel moment dans ta vie ça a peut-être commencé à, à être un peu moins facile? Ben, c'est un événement qui est arrivé beaucoup plus tard. On demeurait à Laval. C'est quand que mes parents se sont divorcés, j'avais 12 ans. Il faut se mettre dans le contexte que dans les années 70, le divorce était moins populaire, même s'il y en avait, tu sais. Bon, je me sentais déjà très marginal, que tous mes amis de mon âge avaient tous leurs parents à la maison. Je commençais à jouer au hockey. Il fallait toujours que j'embarque avec les pères des autres. Je veux dire, mon père n'était jamais à la maison. J'ai trouvé ça difficile. Ça a été quand même... ça a été traumatisant de se sentir déjà marginal à 12 ans, être différent des autres. À l'école, où c'était quasiment le seul dans la classe que les parents sont divorcés. Là. Tu sais, on est en 74. Il faut se mettre dans le contexte. Oui. En plus, il faut se ramener que t'es différent, t'es considéré comme différent sur quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle. Là. C'est pas dû à ton caractère, c'est pas dû à ton tempérament, c'est dû à un événement extérieur à toi. C'est en plein ça. Puis même aussi, j'étais un petit peu envieux de mes amis qui, eux, avaient tous des pères à la maison. Puis je me disais, je parlais avec mes amis. Puis après, même plus tard qu'à 12 ans, je veux dire, j'étais ado, je disais, vous êtes chanceux, vous avez un père à la maison. Moi, mon père est parti. Puis souvent, qu'est-ce que j'ai retenu? J'avais un de mes grands amis, qui était encore mon ami, il dit, tu sais, Manuel, c'est vrai, ton père n'est pas à la maison, mais mon père est à la maison, mais il n'est jamais présent. Il travaille tout le temps. D'abord, il n'est jamais là. Ah, OK. Parce que j'avais pas vu ça de cette façon-là, tu sais. D'abord, je me sentais un peu moins seul. D'abord, à ce moment-là, avec mes amis de gars, j'ai créé comme une famille, tu sais, parce que j'avais pas d'identité masculine, puis j'étais le plus vieux chez moi, puis j'avais 3 sœurs après.
D'abord, j'étais le plus vieux. D'abord, c'est sûr qu'un père manquant, souvent on dit un fils manqué, ça se peut-tu? Ouais. C'est ça, oui. D'abord, c'était quand même assez difficile, mais j'ai remonté la pente. Et si je peux faire... ben, je sais pas, je pense que vous voulez poser une autre question encore. Oui, oui. Ben, en fait, là, ça, c'est, tu disais aux alentours de 12 13 ans? Oui, à partir de 12 13 ans, oui, puis toute adolescence, là, OK. il était difficile, oui. OK. Fait que, mais ton père n'était pas nécessairement quelqu'un de violent avec toi. Jamais. Il a brillé par son absence. Oui, c'est ça. Il venait nous voir de fois de temps en temps, mais je veux dire, il était jamais présent, tu sais. OK. Il était très occupé pour faire d'autres choses. Wow. Ben, non, il venait nous voir une fois de temps en temps, mais je veux dire, il était pas présent. Il était pas présent comme un père avec son fils pour aller voir, l'amener au hockey, faire des activités. Je veux dire, j'étais toujours avec les pères de mes amis, tu sais. D'abord, il Ouais. était vraiment pas présent, là, tu sais. Il était pas aimant. Non. C'est ça, il était pas là. Je veux dire, il nous aimait à sa façon. Je veux dire, il était pas violent, détestable, là, mais je veux dire, il était pas là. Il était pas présent. C'est une certaine indifférence, là, tu sais. D'abord, toi, comme garçon, ça te manque, parce que tu vois les autres parents qui sont là pour tes amis, puis tu te dis, mais comment ça, le mien n'est pas là, tu sais. Bon, c'est Ouais, pas ouais, facile ouais. à vivre. On se sent automatiquement déjà différent des autres. Puis, tu as dû sûrement à l'adolescence avoir des petites copines. Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu des copines. C'est sûr que j'avais un manque de confiance parce que j'ai pas eu vraiment de modèle de père, tu sais. Et ma première relation, qui on peut dire sérieuse, j'avais 17 18 là, c'est ça. Et c'est vraiment la première fois que je suis vraiment d'une relation sérieuse. Puis quand ça s'est terminé, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça tellement difficile. J'ai vécu des choses que je pensais même pas qu'ils existaient comme douleur. Et ça m'a ramené justement à mon passé qu'on appelle la blessure d'abandon parce que, je vous ai pas dit, quand j'étais tout petit, à l'âge de 2 ans à peu près, quand on était au Portugal, ma mère, elle m'a laissé chez mes grands-parents, qui étaient des grands-parents merveilleux, m'a fait garder là-bas, est allé en France avec mon père pour installer la maison parce qu'on allait émigrer en France. Mais moi, j'ai vécu comme un certain abandon, je n'étais pas conscient, là. Ah, c'était pas volontaire de ta Non, mère, c'était... mais toi, Non. tu l'as ressenti et vécu comme tel. Ah, incroyable. Oui, sur le coup, non. À 2 3 ans, tu te souviens pas comme tel, on te le raconte. Mais à 18 ans, quand la personne m'a laissé, ça a déclenché ce mal d'abandon que j'avais vécu vers 2 3 ans. Ça m'a tellement traumatisé que je n'étais même plus capable de dormir la nuit. Puis, j'ai pas peur de le dire, à 18 ans, il fallait que je dorme avec ma mère. Là, je veux dire, il y avait un froid dans la chambre, j'avais de la misère. J'ai vécu quelque chose de tellement pénible, une douleur que je connaissais pas qui existait. Puis là, j'ai compris avec le temps que ça m'a ramené à la fameuse blessure qu'on te laisse. Parce que quand tu es jeune, on pense que t'es pas aimant, puis on comprend pas, dans le fond, le contexte. J'étais pas assez mature pour comprendre pourquoi qu'on m'avait laissé, puis on est venu me rechercher. Mais à 18 ans, quand on m'a laissé, ça m'a laissé une trace très forte, parce que même après les autres relations que j'ai eues, j'étais toujours un petit peu sur les freins, parce que j'avais toujours en mémoire que on sait jamais, on peut toujours te laisser. Puis moi, l'abandon qui part quand j'ai 2 ans, refait surface à chaque relation que j'ai. Mais je m'en ai aperçu juste à 18 ans, quand j'ai eu ma première grande... Avec le recul, c'est différent, mais à 18 ans, le monde était fini pour moi, là. Je veux dire, je pouvais même pas concevoir que je pouvais continuer à vivre, là, tu sais. C'était vraiment douloureux. C'était tellement rough que là, j'ai tout senti à froid, Ouais. complètement. Et ça m'a pris facilement, bon, 2 ans avant de m'en remettre comme il faut. Je n'étais même pas capable d'être dans une relation avec personne. J'avais des amis qui voulaient m'aider. Puis, tu sais, la fameuse phrase, dit une de perdue, 10 de retrouvée, mais ça veut rien dire parce qu'ils ne sont pas dans mes souliers. J'étais vraiment désemparé, là. Puis, c'était vraiment... La blessure était tellement forte que je sais même pas... Je trouve pas les mots pour le décrire. C'est tellement, tellement, tellement souffrant que ça se peut pas. Puis tantôt, tu as quand même pris le temps de mentionner que quand la personne t'a laissé à ce moment-là, tes 18 ans, je trouve ça important parce que là, il y a le côté physique, il y a la douleur physique, il y a la douleur émotionnelle, mais tu as parlé d'un côté quand même énergétique où est-ce que tu as dit, on ressentait du froid dans la pièce où toi, le vide que la personne, ça l'avait créé dans ta vie,
Tu peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce froid-là? Mais c'est un vide, là, que je suis à peu près sûr que les gens savent de quoi je parle. C'est un vide qui t'es toute seule. Je veux dire, la nuit, je veux dire, je me souviens, j'ouvrais les rideaux pour dormir. Je n'étais pas capable d'être dans le noir. C'est un vide, c'est un vide, c'est un creux intérieur, là. C'est un sentiment de vide total que je connaissais pas avant. Parce qu'à 2-3 ans, je m'en souviens plus. La mémoire se souvient, mais consciemment, je m'en souvenais plus. D'abord, je vivais des sentiments, des froids, des émotions que je savais même pas qu'ils existaient. C'était pas vivable, là. Je dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Puis j'avais à peine 18 ans, là. J'ai dit, c'est quasiment pas surmontable. Ça se peut même pas. Ce vide-là, surtout la nuit. Puis j'étais intéressé, plus rien m'intéressait. Puis écoute, à 18 ans, tout au début de ta vie, tu as plein de projets. Il n'y a plus rien qui m'intéressait. Puis à ce moment-là, je me disais, bon, ça veut dire que dans le fond, je vaux pour plus que ça. Parce que si on a été capable de me laisser à 3 ans, on est capable de me laisser à 18 ans, on est capable de me laisser à 20 ans, 22 ans. D'abord, ça fait en sorte que la confiance de toi est à terre. T'achètes ça, là, tu sais. D'abord, même si j'ai eu d'autres relations par la suite, puis j'ai été marié, j'ai un enfant, j'ai toujours resté avec une protection. D'abord, j'étais toujours en relation, mais sur les breaks. Donc suite à ces deux événements-là de la fin de la relation à 18 ans et de ce que toi, tu as interprété comme un abandon quand ta mère est allée préparer le déménagement d'un pays à l'autre, toi, ça a eu des conséquences pendant toute ta vie d'adulte ou juste là, à 18 ans? Ben, à 18 ans, c'était plus fort, OK? Mais par la suite, quand j'ai quand même été marié, par la suite, la mère de mon fils, et quand on s'est divorcé, j'ai senti aussi un vide. Il était différent de celle à 18 ans, parce que ça faisait quand même 17 ans qu'on était ensemble, mais j'ai quand même senti le même vide, le même froid, ouvrir les rideaux dans la chambre à coucher. J'ai senti le manque, la présence qui n'est plus là. Le vide, c'est justement, c'est une certaine dépendance quand même, là, tu sais. D'abord, c'est un manque qui disparaît. D'abord, chaque personne qui partait, chaque femme, ça me ramenait toujours à l'origine, c'est quand ma mère m'a laissé chez ma grand-mère. D'abord, les autres personnes que j'ai connues dans ma vie sont simplement les instruments qui vont déclencher quelque chose qui est arrivé quand j'avais 2 ans. Oui, puis c'était inconscient parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas que le lien de départ de ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez important, de ne pas savoir, que ça ne soit pas dit, pas nommé, parce que c'est sûr qu'à 2-3 ans, les parents j'osent pas de ça. Là. Hey, mon enfant, je m'en vais d'un autre pays là, pour aller... Non, c'est ça. Non, puis en plus, ma mère s'est sentie souvent coupable parce qu'elle n'a pas fait mal faire. Là. Elle est allée rejoindre mon père. Là, mais c'est incroyable parce qu'on traîne ça longtemps dans notre vie, puis ça nous ramène toujours à ce moment-là. Mais vraiment, c'était le plus dur pour moi, c'est vraiment à 18 ans. Là. La première fois que vraiment on m'a laissé, c'était vraiment difficile. Ça m'a pris du temps à remonter la pente. Et quand même, j'ai déjà compris aussi qu'à 18 ans, ça m'a ramené quand j'avais 3 ans. J'avais déjà compris à 18 ans d'où partait ma blessure. Ça ne veut pas dire que je ne l'avais plus, la blessure. Sauf que les autres relations que j'ai eues, c'était souvent des moments difficiles, mais je pouvais quand même remonter parce que je connaissais la source. Avais-tu l'impression, Manuel, que le fait de tout avoir vécu ça, ça t'a fait créer consciemment et ou inconsciemment là, des comportements de protection handicapants? Et même aussi du sabotage. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand j'étais dans une relation, je me disais, oh, éventuellement, ça va se terminer. D'abord, souvent, je crée moi-même le sabotage pour que ça se termine. Ou bien, des fois, je m'impliquais pas trop. Parce que je joue sa protection, c'est une carapace. Hein. Je me crée une carapace. Tu sais. Puis aussi, moi, j'ai acheté que dans le fond, les relations, ça va pas être possible. Il y a un catch là-dedans. Les relations amoureuses, là, ça marche pas. Là, tu sais. Je parlais pour moi, là, puis je veux dire... aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore des traces de ça. Il y a des journées que je trouve ça plus difficile, mais je me dis... j'ai de la difficulté à ouvrir totalement mon cœur à 100% parce que je me dis, tout d'un coup, qu'il y a quelque chose qui arrive. D'abord, la blessure, la cicatrice reste quand même, là.
Je veux dire, une cicatrice, c'est comme quand dans un bras, ça guérit, mais la cicatrice est toujours là, là. D'abord, elle n'est pas complètement effacée, la cicatrice. D'abord, même qu'est-ce que j'ai vécu à 2 ans ou à 18 ans, ou mon divorce quand j'avais 27 ans, c'est des cicatrices qui sont là. D'abord, j'ai jamais été comme avant. Cette innocence-là, puis quand j'ai tombé en amour avec cette personne-là, 18 ans, c'était la femme de ma vie, puis je veux dire, j'avais une innocence, puis tout était merveilleux. Je ne pouvais même pas concevoir que j'allais vivre une grosse peine. Je ne pouvais même pas concevoir que j'allais vivre l'abandon, là. Parce que je l'avais oublié, c'était à 3 ans, ça s'est passé 2 ans. D'abord, maintenant, c'est ancré dans ma mémoire. D'abord, il y a une certaine déprogrammation. Puis des fois, je me dis, je sais pas, là, dans le fond, est-ce que je vais rester célibataire toute ma vie? Je sais pas. Mais c'est pas évident. Puis je m'accueille là-dedans. D'abord, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté avec ça. Bien, dans le fond, faut faire un... Pas il faut, mais dans l'idéal, c'est de prendre le temps d'en prendre conscience, puis de regarder de quelle façon... un coup, tu sais d'où ça vient, on peut le régler pour... Tu sais, toi, tu peux faire des choses pour aller comprendre, puis aller te libérer de ça, le transmuter, le transformer, tu sais, parce que dans l'idéal, puis là, c'est ça qui est dommage aujourd'hui dans la société, cette partie-là est comme pas enseignée, d'aller vers soi, d'aller vers un côté personnel, puis d'aller demander de l'aide, du soutien de façon temporaire. Parce que quand on vit une épreuve, ou plusieurs épreuves, tout dépendant de ce qu'on vit, puis de nos histoires personnelles à chacun et chacun, même des auditeurs et auditrices qui vont écouter. Mais tout ça pour dire que c'est important d'être accompagné. Ça prend quelqu'un d'autre qui porte une certaine sagesse pour être capable d'avoir un visuel extérieur pour faire voir le pourquoi du comment et amener à une guérison qui va être transformateur, puis qu'après ça, cette peur-là de l'abandon. Puis là, toi, tu parles de l'abandon, mais je suis convaincue qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais si on venait qu'à gratter un peu plus au niveau de ta vie, bien, cet abandon-là, il y a sûrement eu un côté au niveau de l'injustice. Comment ça, moi, je vis ça? Je suis pas assez important? Oui, puis en même temps, j'ai quelque chose qui montre que je veux parler. Cet abandon-là fait en sorte que durant ma vie amoureuse, j'étais souvent dans la dépendance affective. Puis ça, je vais en parler parce que c'est important. J'ai même fait des meetings de dépendants affectifs pour m'en sortir. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans des relations où je ne vivais que pour l'autre personne. Puis c'est vraiment incroyable, ça devient un handicap. Puis souvent, je ferais les gens. Je disais, moi, j'aurais pu faire partie d'un cirque tellement que je faisais des acrobaties pour me faire aimer. Ben oui. Je comprends tout à fait. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, je regarde ça aujourd'hui, j'ai dit des choses que j'ai faites pour me faire aimer. C'est incroyable. Mais tu as accepté peut-être j'ai inacceptable. accepté. Je blâme pas l'autre. Puis je me souviens, la première fois, j'avais rencontré... on est plus en 2009, puis j'avais rencontré quelqu'un, puis elle me dit, toi, Manuel, je pense que tu es un dépendant affectif. J'ai dit, quoi? Comment dépendant affectif? Là, mon ego, mon orgueil. Ben non, dépendant affectif, pas vrai. Elle dit, tu sais, c'est parce que admettre, là, je vais parler, je suis un gars, là, on parle d'une émission pour les hommes. Tu sais, nous, les hommes, on a de la misère, hein? Tu sais, pas dépendant affectif, là, puis ça fait... Tu sais, on a de la misère à être vulnérable, on a de la misère à pleurer, on a de la misère à être faible, on n'a pas été élevé comme ça. Puis moi, le mot dépendant affectif, j'avais des préjugés. T'es dépendant affectif, là, tu sais, t'es pas un vrai homme. Puis, fin de compte, c'est vrai, j'étais indépendant affectif. Puis la personne, dans le fond, qui m'a rendu service, elle m'a dit, Manuel, il y a un meeting proche de chez vous lundi soir, puis si tu veux, je vais t'accompagner. Puis tu vas aller faire des meetings. Je me suis reconnu, puis j'ai fait pendant 8-9 ans ces meetings-là. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait des partages, j'ai ouvert des meetings, j'ai aidé des gens dans la dépendance affective. Puis c'est incroyable, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à comprendre mes comportements parce que toute la dépendance affective vient de mon abandon, vient de mon rejet. Bon, tu fais tout pour te faire aimer. Mais en même temps, tu t'aimes pas là-dedans. Je veux dire, tu donnes ton pouvoir à tout le monde. Est-ce que le fait d'avoir été dans ces lieux-là avec des groupes de personnes, est-ce que d'entendre l'histoire des autres, ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a ouvert à des... Je sais pas. Est-ce que ça t'a ouvert puis ça t'a aidé? Ou ça t'a nui, peut-être? Ça m'a aidé à 100 000 à l'heure.
C'est parce que ça m'a aidé à 100 000 à l'heure parce qu'on partageait beaucoup nos expériences, puis je me suis aperçu qu'il y avait autant de femmes que d'hommes aussi, là. Puis je me suis aperçu que je n'étais pas tout seul. D'abord, pour moi, j'en fais plus maintenant, là, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait comprendre mes comportements. Ça m'a fait comprendre que souvent, des choses partaient de moi. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes futures relations. Puis à ce moment-là, je peux le voir tout de suite quand je suis dans une relation, parce que c'est comme un peu l'alcoolisme. Tu sais, je veux dire, tu guéris pas, mais tu vis avec. Ça veut dire que la dépendance affective, oui, je peux l'avoir encore, mais sauf que maintenant, quand je rentre dans une relation, c'est pas long que chez Manuel, va-t'en de là, c'est pas bon pour toi. J'écoute ma voix intérieure. Ouais, ben là, dans le fond, tu t'es guéri. Parce que tantôt, tu as dit, c'est comme l'alcoolisme, ça se guérit pas. C'est pas vrai. Tu t'es guéri. OK. Maintenant, Oui. tu as des flags, tu as des drapeaux qui se lèvent beaucoup plus vite. Oui. Et tu ne persistes pas sur un terrain glissant. Oui, c'est ça. Avant, ça me prenait des années, là. Ouais. Je veux dire, exemple, notre fameuse voix intérieure, là, quand j'ai connu la mère de mon fils, exemple, 2 ans après mon expérience de 18 ans, après 3 mois, il y avait une voix intérieure qui me disait « Manuel, reste pas là. C'est pas que la personne n'est pas bien, mais cette voix intérieure-là, je l'ai pas écoutée. » Puis je me disais « c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. » Un dépendant affectif... C'est mieux que d'être abandonné. Oui. Un dépendant affectif va se contenter de peu. Il se dit c'est mieux être avec une personne qu'être seul. Puis dans le fin fond, c'est mieux être seul que de mettre en compagnie. Oui, absolument. C'est ça que j'ai appris dans mes meetings. Là. Puis, tu sais, on évolue toujours d'une expérience à l'autre. On grandit, puis, tu sais, jusqu'à notre fin, on va apprendre, puis on va s'adapter. Et je pense qu'avec les dernières années qu'on a eues, avec tout ce qui s'est passé, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir présentement, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est vraiment d'être adaptable, mais pas selon les normes des autres ou ce que les gouvernements attendent de « t'es un homme à tel âge, t'es censé te faire ça, sinon t'as tel âge, t'es censé te faire ça Ouais. et ou d'embarquer dans les fameux 3 P, là, être productif, performant puis payant. Là. Les hommes, on vous a beaucoup éduqué là-dedans et c'est tellement pas ça. Parce que si on se réfère juste à la nature... la nature, elle ne fait pas de la productivité performante et être payant, là. C'est vrai. Oui, elle est productive, mais en son temps. Elle suit des cycles, elle suit des rythmes. Puis à partir de là, bien, tabarouette, quand ça arrive le temps de l'abondance, bien là, c'est payant. Ben oui, mais c'est pas vrai. payant monétairement, puis dans le paraître. Oui. C'est parce que le temps, tout a été fait en temps et heure dans un certain délai. Puis quand ça arrive le temps de la récolte, bien, il y a la récolte. Point. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Fait que l'humain, c'est important qu'il se ramène à ça, là. Puis, comme n'importe qui, on a des émotions, on a des peurs, on a des limitations. Puis tout ça, dès que tu mets... Tu pourras le confirmer. Toi, quand ça t'est arrivé dans ta vie, tu senti comme, OK, là, j'irai pas dans ce terrain glissant-là, mais à la place, je vais faire ça. Puis quand tu prends des nouveaux chemins, est-ce que ça t'a confirmé qu'effectivement, tu te sentais mieux, que tu avais du bénéfice plus? Oui, parce que je suis devenu plus vigilant, puis je m'écoute plus. Je sais plus que ce qui est bon pour moi et moins bon pour moi. C'est que on parle aujourd'hui des hommes, c'est que souvent, j'ai vu malheureusement, l'homme, malheureusement, souvent, il a la misère à s'exprimer, il garde ça en dedans. Moi, je ne vais pas dire le mot la chance, mais avec les années, avec toutes les thérapies que j'ai faites, l'introspection, puis tout, je n'ai pas arrêté de travailler sur moi-même, puis j'aime pas le mot travailler, mais j'ai appris à me connaître de plus en plus, puis c'est tellement important pour moi, là. Puis les hommes, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de se dire. Ce qui, malheureusement, dans notre société, ne se fait pas assez. Moi, le fait de pouvoir partager comment j'étais, pouvoir partager mes expériences, aujourd'hui, je me sens super libéré, puis je me sens pas jugé. Puis souvent, j'ai rencontré des femmes, puis ils me disent « Wow, c'est beau de voir ça, un homme qui s'exprime, qui est capable de pleurer, qui donne des émotions. » Puis souvent, l'homme, on a l'impression qu'on est faible quand on dit nos émotions. Bien, c'est le contraire. C'est quand on se nomme beaucoup plus, puis on est plus authentique, là. Oui, puis il faut Ben oui. Ça prend aussi, pour l'homme, ça prend une ou un partenaire de vie qui va être en mesure d'accueillir l'autre tel qu'il est, pas tel qu'il veut.
C'est ça. Tu sais, je veux dire, Ouais. toi, on parle pour parler, tu as une compagne dans ta vie, puis elle doit apprendre à te recevoir avec ce que toi, tu veux qu'elle comprenne et non qu'elle, elle comprenne ce qu'elle veut bien comprendre. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Oui, oui, je comprends. Oui, ça fait comprendre. Oui, oui, je comprends. Tu sais? Oui. Il y a Parce bien des que, affaires à comprendre. ben, Oui, oui. il y a beaucoup de gens qui veulent Ouais. transformer l'autre Ah, personne. c'est ça, c'est ça. Puis souvent, il y a comme une... Ah ouais. en arrière-plan, mentalement, les gens font beaucoup de mon Dieu, programme de distorsion. Tu dis quelque Ouais. chose, mais la personne comprend complètement d'autres choses selon ses blessures à cette personne-là. Tu sais. Oui, oui. Puis aussi moi, je me souviens dans mes comportements, quand j'étais plus dans mes comportements de dépendance, j'essaie d'être différent pour faire plaisir à l'autre. C'est que je me disais, si je suis moi-même, elle aimerait peut-être pas ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai compris justement, si je suis moi-même, ça n'aime pas ça. C'est correct. Moi, j'ai la vérité tout de suite. On Oui, perd pas de puis temps. c'est juste parce que tu n'es pas avec la bonne Ben, c'est ça. personne. Puis en étant plus moi-même, si la personne est avec moi, c'était merveilleux. Mais je comprenais, ben, pas que je comprenais pas, mais vu que j'étais dans ma carence affective, Absolument. je me transformais. C'est là que je faisais de l'acrobatie pour l'autre. Non, là, hey, je peux pas tout le compter, mais les affaires que j'ai pas pu faire, c'est qu'on se branche sur l'autre personne. J'ai connu aussi des femmes qui sont dépendantes affectives avec les hommes. On se branche, on met la hausse sur l'autre. Mais là, à un moment donné, ça n'a pas de sens parce que je veux dire, la première relation la plus importante que j'ai appris aussi, c'est avec soi-même. Puis maintenant, si je suis avec quelqu'un, c'est un plus. C'est pas une possession. Ouais, c'est comme un magnifique gâteau Ben oui, au chocolat, ben oui, mais l'autre ben personne, oui. c'est le crémage et la cerise Ben sur le oui. sundae. Mais le Puis gâteau est oui. déjà parfait. Puis j'ai compris que personne ne m'appartient, mon fils ne m'appartient pas, puis ma future conjointe ne m'appartient pas. Parce qu'avant, souvent, dans la dépendance, « Ah, t'es pas là. Comment ça, tu m'as pas appelé hier? Puis là, t'es tout à l'envers. » Mes amis disent, « Manuel, il faut qu'elle vive un peu. » Je veux dire, on est tellement... On vit juste pour l'autre personne. C'est toxique. Moi, j'appelle ça des relations toxiques. Des relations saines, c'est de dire, regarde, on est deux personnes, on a chacun nos vies, on a nos amis, on s'entend bien, on grandit ensemble, on monte en amour. J'aime pas ça le mot dire tomber en amour. On monte en amour, Oui. mais on reste quand même des personnes authentiques. Puis on est des personnes qui sont vraies. Puis ça fait le miracle de l'amour, c'est les deux, on se rejoint. Mais pas fusionnel. Moi, parce que j'étais bien trop fusionnel avec mes blondes, là. Ben, en fait, c'est que tu perdais ton identité Ah, en plein au ça. profit de l'autre. Ah, ça, c'est... je pense que j'aurais pu gagner une médaille d'or là-dessus. Ah non, vraiment, j'ai fait rire le monde parce que j'étais tellement dépendant affectif que même la journée de mon mariage, il faut que je le compte, j'ai fait rire tout le monde. Je me marie, on sort de l'église, puis on avait loué une petite charrette pour aller au jardin botanique. Dans la petite charrette, on se pogne déjà. Wow, hey, c'est de l'amour, ça. On vient de se marier, on se chicane déjà. Ouais, C'est Manuel. Ben, c'est moi qui ne me suis pas écouté 3 mois après. 17 ans avant. Tu veux dire 3 mois avant. Avant, mais 17 ans avant, les 3 mois, quand j'ai commencé à sortir avec elle, une voix qui me disait ma vraie voix, pas ma tête, là, qu'est-ce que j'appelle la voix connectée avec l'esprit direct, disait Manuel, c'est parce que c'est pas pour toi. Moi, je l'ai pas écouté parce que je me dis, je veux pas être seul. Tous mes chums étaient casés. Puis là, je suis rendu à 21 ans, j'ai dit, bon, il faudrait bien que je me trouve une blonde, puis je me case, puis je me marie, puis j'ai un enfant. Ben, parce que c'était pas moi, ça. Bien, tu as fait que la société prônait à ce moment-là pour les hommes et les jeunes femmes là, de l'époque. Puis c'était le chemin, le seul et unique chemin qui était véhiculé. C'est ça. Fait que si tu rentrais pas là-dedans, Ouais. déjà, toi, tu avais vécu le fait de vivre de l'abandon puis d'être... le fait que ton papa soit parti. Ouais. Le fait de te sentir bizarroïde, là, comparé à les autres amis de 12-13 ans, que tout le monde allait au hockey, tout le monde avait leur père qui allait les reconduire, Ben ouais. les encourager pendant les parties de hockey. Mais C'est ça. là, toi, tu n'avais pas ça. Fait que tu voulais surtout pas non. tomber dans ce piège-là une deuxième fois, puis là, au niveau adulte. Là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que, c'est vrai, tu as bien un très bon point. En étant adulte, je voulais pas tomber dans le moule. Mais quand j'étais jeune, puis je voyais que toutes ces familles-là, il y avait ça, je me trouvais marginal, par exemple. Je dis, comment ça se fait que notre famille est bizarre de même? Dans le temps, je trouvais ça que j'étais pas correct parce que tout le monde, j'étais différent. Mais dans le fond, si tu regardes le point positif, c'est que moi, j'ai un âme artistique. Moi, ma vie, c'était vraiment la création.
je m'en allais pas vers une vie de couple tout de suite ou avoir une vie de famille, puis tout le kit. Puis j'ai travaillé à l'impôt fédéral, bien me placer, puis tout le kit. J'ai rien contre ça. Moi, j'avais l'esprit bohème, j'avais l'esprit créatif, mais j'étais avec une femme que elle, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait être dans ce moule-là. C'est correct, c'est une bonne personne, c'est la mère de mon fils. Mais j'étais comme pas dans ma vie à moi. Je vous le dis, j'étais à Montréal, là, puis je prenais le métro parce que je laissais mon auto à la maison, là. Puis je me disais, je travaillais à Revenu Canada, là, je n'ai pas peur de le dire. Puis j'étais fonctionnaire, puis des fois, le métro arrivait, puis je me disais, je vais me jeter devant le métro. Comment je suis pas dans ma vie? C'est pas une mauvaise vie. C'est pas une mauvaise vie de travailler pour être fonctionnaire. C'est pas une mauvaise vie d'avoir une job, une situation. En fait, ce que tu es en train de parler, c'est le mal-être intérieur. Oui. Ça n'a pas rapport avec ton travail. Mais j'étais pas dans ma vie. J'étais dans la vie de la mère de mon fils. Et à ce moment-là, quand que j'ai tout fait en sorte pour qu'il me mette dehors, on s'est divorcés. C'est tout à fait normal, parce qu'elle a vu le gars qui n'était pas... Je faisais de la fausse représentation, j'étais pas moi-même. Fausse représentation. Ah ben... Inconsciemment. Oui, mais j'adore ça. Nous, les auditeurs doivent le savoir, on joue beaucoup avec les mots, on fait beaucoup des petits clins d'œil à des films et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que... moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose. Oui. Si j'ai bien compris, toi, papa est parti. Tu es resté avec une mère qui était-tu aimante? Elle est super aimante, mais j'étais comme son deuxième mari. OK, parce que dans le fond, ta maman, elle a eu d'autres enfants? Elle a eu 3 filles. J'étais le plus vieux, j'ai été élevé juste avec des femmes. OK, c'est pour ça que tu dis que, dans le fond, tu as été le mini-mari. Oui, j'avais aucun modèle masculin chez moi. OK, c'est quoi? Quand tu dis mini-mari, pas Marie, moi, mon prénom, mais Marie, l'homme de la femme. Oui, c'est que dans le fond, vu que mon père est parti jeune de la maison, puis il y a eu des problèmes avec mes sœurs, la plus vieille qui est tombée enceinte jeune, d'abord, automatiquement, j'ai devenu très adulte vite. J'ai pris la responsabilité de prendre la place de mon père, même si je voulais pas. D'abord, j'ai eu beaucoup de pression sur mes épaules à l'âge de 15-16 ans, là. OK, parce que tu sentais qu'il fallait que tu prennes la place de ton père. Oui, il fallait, oui. Oui, je sais. Il fallait. Puis ça comment tu as vécu ça, Manuel? Très dur, très difficile. C'était très difficile, puis ça crée des conflits avec ma soeur qui vient après moi. C'était très difficile. Ça l'a comme un peu gâché mon adolescence. C'était très difficile. À ce moment-là, j'avais du ressentiment envers mon père parce que, dans le fond, j'ai pris sa job à lui. Puis... qui ne t'appartenait pas, en fait. Pas d'abord. Ma mère était dépourvue, avec 4 enfants élevés. Tu sais, on était sur l'aide sociale, c'était pas facile pour elle. Là, tu sais. Puis le fait d'être entouré que de femmes à la maison, ça, comment tu as vécu ça? Il y a 2 points. Il y a un point qui est positif, ça a fait en sorte de moi une personne qui est très aimante, mon côté féminin est très développé, mes émotions, tout le kit. C'est un côté positif. Ma mère m'a beaucoup montré comment respecter la femme. Ce côté-là, c'est très, très bien. Mais le côté où un garçon a besoin de son père, le côté masculin, malheureusement, je ne l'ai pas eu. D'abord, il fallait que je le développe avec le temps. Puis ça fait en sorte que j'étais dans une relation où souvent, j'ai pas assez pris ma place. Là, c'est pour ça que je suis devenu indépendant affectif. Là. Je veux dire, c'est ça qui manque. Parce que l'équilibre, l'équilibre parfait pour un garçon, c'est d'avoir sa mère et son père. Le côté yin-yang. Mais moi, j'étais entouré de... En plus, j'avais mes 3 sœurs, j'avais une tante, j'avais ma grand-mère. Dans la même maison? Oui, un vrai harem. Sauf que c'était pas sexuel. Non, c'est ça, il faut le préciser, là. Ouais, faut pas que le monde y passe des affaires, là. Bien, écoute, moi, j'ai envie de dire que quand tu es en couple, toi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent certains mots, puis c'est important, la puissance des mots. Tu sais, je voudrais trouver ma douce moitié. Déjà là, je veux dire à tout le monde, la plupart des gens le savent, mais quand même, il y a plein de gens qui ne le savent pas. On n'est pas une douce moitié. Tu es un humain complet. Tu es un 100%. Tu es un univers à toi seul. Et quand tu rencontres quelqu'un d'autre comme partenaire de vie, c'est un autre 100% et qui est tout un univers. Ah, c'est 100% vrai, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis là, les 200%, si on fait l'image, là, si je vous dis 2 anneaux qui se rencontrent un peu, bien, le milieu des 2 anneaux qui se rencontrent, ça crée comme une 3e entité qui est le nous.
Et c'est ouais. lui qui se construit, mais c'est pas Ouais. parce que le nous se OK. construit que toi, ouais. tu dois perdre tes couleurs ou te priver et ne plus être toi, au même titre que le ou la partenaire de vie. Ah, quoi, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je m'en allais vers ce sujet-là. J'ai compris avec le temps qu'une relation, c'est trois. Je vais l'expliquer. Ça revient à ce que tu dis. Ben oui. J'ai compris que la première relation, c'est avec soi-même. OK? C'est avec moi, ça fait une relation. Ma conjointe, c'est la relation avec elle-même. Puis après, on a notre relation, nous deux. Absolument. Et ça, c'est un concept, souvent, les gens ne comprennent pas parce qu'on mélange tout. Parce qu'à ce moment-là, la fusion fait en sorte que moi puis toi, on devient un. Non, je m'excuse, mais non. Parce Il que y a effectivement une fusion qui se fait, mais les deux personnes ne Oui. se perdent pas. non, c'est ça. Tu restes quand même la personne que tu es. Absolument. Puis l'autre personne aussi. Ouais. C'est que le bonus, la relation, fait en sorte que les deux personnes sont là pour s'échanger, pour monter en relation. Mais quand je dis une fusion, je parle d'une fusion là, dépendante affective où ce que l'autre peut pas vivre sans l'autre. Tu sais, la chanson Ne me quitte pas, je peux pas vivre. Là. Écoute, la musique, là, vous savez que la musique d'amour dans les années 60-50, c'était écrit par des dépendants affectifs, là. Je ne peux vivre sans toi. Oui, tu peux vivre sans moi, là. Ben oui, je sais, je suis dans la musique. Comment qu'on était l'être humain basé sur la dépendance de l'autre? Oui, tu peux avoir de la peine quand tu laisses quelqu'un. Mais tu as le droit de me laisser, tu m'appartiens pas. C'est ça que je veux, que souvent les êtres humains comprennent pas. Tu as le droit de plus être avec moi, tu as le droit d'arrêter de m'aimer. Même si tu m'aimes plus, je peux t'aimer, mais il faut comprendre que on n'est pas dans une cage, je dis pas une il faut laisser la liberté. La liberté ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas dans une relation. Mais souvent, les relations, c'est de la possession. No way. On ne peut pas posséder personne. Oui, puis c'est Es-tu d'accord avec ça? Ben oui, puis toi aussi, en tant que personne, tu peux laisser quelqu'un parce qu'il y a des raisons. Là, c'est sûr qu'on fait ça court parce qu'on n'a pas 4 heures de temps, mais je veux Ouais. dire, et c'est sûr, ça prend du dialogue Ouais. avant de se laisser, mais Ouais. avant même d'embarquer dans une relation, il faut prendre le temps de se découvrir, il faut prendre le temps. Tu sais, là, je reviens aux 3 P, il faut être vite, vite, vite. C'est pas juste en affaires, c'est vite, vite, vite dans les relations. Les gens, ça fait 2 mois qu'ils se connaissent, ils vont vivre ensemble. C'est parce que tu ne sais pas l'histoire de la personne qui vient d'arriver dans ta vie. Puis, pour X raisons, toi-même, quand tu embarques dans une nouvelle relation en ouais. croissance, Ben oui. ben, tu n'as pas nécessairement envie de tout dire tout de suite. Tu ne sais pas si tu peux faire confiance à la personne. Puis d'ouvrir au complet, Ouais. des fois, ben, on mange des coups de batte Ben d'en oui. face avec des clous. Fait que ça fait Ow. un peu mal. Il faut apprendre à se découvrir, hein? Ouais. Mais c'est drôle, tu dis ça, parce que je sais que c'est. Je peux faire une émission de 3 ans, là. Mais c'est tellement vrai, c'est que je me souviens, moi-même, mais je me souviens aussi des gens, quand ils étaient dans la dépendance affective, c'est que déjà, là, c'est incroyable. Ils savent que leur relation est en train de se terminer. Ils préparent déjà l'autre. Les gens ont tellement de difficulté à prendre une pause, d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec eux. C'est qu'ils sont de relation en relation, mais ils préparent déjà l'autre en étant avec elle. C'est qu'ils ne sont pas capables de prendre un break, de dire, je vais rester une couple d'années s'il faut tout seul, je vais apprendre à me connaître pour mieux repartir. C'est incroyable comment que les gens se branchent. Puis moi, j'ai compris que, oui, c'est bien d'être seul à un moment donné, mais souvent, on se garoche vite, comme tu dis, on va tout de suite vivre ensemble, on va s'acheter des maisons, on va tout faire, puis après ça flanche. Ben oui, mais t'as pas pris le temps de la connaître, la personne. Ben non, puis tu sais, je veux dire, ça prend un certain temps, là. Tu sais, au début, ils appellent ça la lune de miel, qui Oui. dure un certain temps. Puis après ça, il arrive une autre étape. Tu sais, dans la vie, je trouve que dans la société, tout ce qui touche aux étapes de vie, de naissance, de deuil. Deuil, pour moi, n'étant pas juste la mort physique, mais perdre un emploi, tomber malade, se retrouver à passer au feu. Tu sais, c'est des deuils, il faut que tu recommences. Tu perds tous tes repères. Fait que toutes les circonstances où tu perds tes repères, c'est un deuil. Et ça, c'est pas éduqué. 0-7 ans, les gens le savent peut-être pas, mais la vie... Il y a des petites crises existentielles aux 2 ans impaires et il y a des crises existentielles aux 7 ans.
parce que l'évolution de l'humain est par septaine. Ça veut dire par période de 7 ans. Toutes les 7 ans. Fait qu'après ça, ils disent, à la quarantaine, tu as une crise existentielle, puis aux alentours... Mais c'est ça, c'est 42 ans. Je veux dire, tu as 0,7 ans, l'évolution de le petit enfant touche à tel truc. De 7-14, là, c'est la fin de la petite enfance, début de l'adolescence, où est-ce que ton monde imaginaire s'en va un peu pour être plus dans le « Oh mon Dieu, je regarde le monde des adultes, puis qu'est-ce que je veux pas? » 14-21, bien là, tu t'en vas dans le mode expérimentation. Puis sérieusement, moi, là, Manuel, là, c'est pas ça que j'ai vécu, puis toi non plus, je sais, mais la plus belle période de la vie aurait dû, pour tout le monde, être de 14 à 21. Pourtant, c'est la période d'expérimentation. Tu es censé d'expérimenter des choses pour découvrir, apprendre... Pardon? Oui. Découvrir, apprendre et vivre des nouvelles expériences pour aller vérifier, pour mieux te construire, toi, en tant qu'individu. Qu'est-ce que j'aime? J'aime-tu ça, la mécanique? J'aime-tu ça, garder des enfants? J'aime-tu ça, faire à manger? J'aime-tu... Je suis bien en gang? Je suis plus solitaire? Je suis plus en petit groupe où j'aime ça quand il y a des parties, plein de monde? Tu sais, là, je touche à plein de domaines, mais c'est pour dire que c'est la période où est-ce qu'on est censé d'aller explorer plein de choses pour mieux nous définir nous-mêmes. Puis, à l'adolescence, aujourd'hui, en tout cas, ça n'existe plus, là. Ça, à 10-12 ans, les enfants sont déjà dans l'intimité avec des partenaires. C'est fou! C'est comme s'il y avait déjà 30 ans, là. C'est ça. Puis là, quand ils arrivent à 30 ans, ils sont déjà blasés parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout vécu, alors qu'il y a des choses qui n'ont pas, dans les cycles, été enseignées, éduquées. Puis, tu sais, quand on dit aux gens « laisse le temps de faire son temps », c'est pas pour rien. D'aller vite, parce qu'on a l'impression qu'on va manquer quelque chose ou qu'on a peur de perdre quelque chose. On va vite, 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 vite. Sauf qu'à un moment donné, à tout bout de champ, on ne sait pas pourquoi, mais on se ramasse toujours en train de s'enfarger. On est très pressé. J'ai une question, justement, que je veux te poser. Quand tu parlais de à tous les 7 ans, OK. Tu disais de 7 à 21 ans. Mais non, de 14 à 21 ans. 14 à 21 ans, OK. Mais la question que je me pose, OK. Le 0 à 7 ans, là, qui est quand même aussi important, si on vit des choses qui sont marquantes de 0 à 7 ans, là, toutes les autres 7 années, on va traîner ça avec nous. Oui, absolument. C'est ça, d'abord... Jusqu'à temps que ça soit libéré. Oui, c'est ça. C'est pour ça que des fois, oui, c'est important, tu disais de 14 à 21 ans, mais je parle de moi, là, c'est que justement, beaucoup de choses, j'ai vécu de 0 à 7. Oui. D'abord, j'ai traîné ça longtemps, moi. Oui. 21, 22, 30, je veux dire, c'est à me rendre compte que même aussi, j'ai même fait aussi des fins de semaine de retrouver l'enfant en soi. Je suis devenu mon propre parent. Le petit Manuel, là, souvent quand je souffre, c'est pas moi, là. C'est le petit Manuel là, de 5, 6 ans qui souffre. D'abord, j'ai appris à lui parler, à dire « T'es correct, ça va bien ». Parce que le 0-7 ans, c'est la fondation. Mais c'est parce que 0-7 ans, c'est pas juste la fondation. Il y a l'estime de soi qui est construite là, la confiance en soi, la reconnaissance. Tu sais, tous les besoins relationnels de base. Dans la première introduction, l'émission 0, on les a nommés. Il y en a 7 besoins relationnels. Et c'est important que ça soit mis en place. Mais ça prend les 2 parents. Les 2 parents doivent avoir de la disponibilité. Pas faire 10 heures par semaine. Mais non. Mais dans la vie qu'on fait... C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont à l'envers. Fait que là, c'est important de ramener à l'essentiel. L'essentiel, ici, je précise, ça ne veut pas dire être pauvre, puis d'être libre de son temps et de ne rien faire. C'est pas ça, là. Ça veut juste dire que il y a des choses que, dans la société, ils ont mis l'emphase sur certains points. Fait qu'il faut bien paraître. Rendu à tel âge, tu es censé d'être marié ou en couple, performant, avoir des enfants, le gars, la fille, le chien, le ci, le ça.
puis tu prendras ta retraite à tel âge. C'est ça. Tu vas avoir couru comme un bon le marathon toute ta vie, puis tu arrives à la retraite, puis il y en a combien qui meurent très rapidement après la retraite parce qu'ils ont tellement l'impression qu'ils sont inutiles ou encore qu'ils ne savent même pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'ils se ramassent devant un immense mur, puis ils sont sûrs qu'ils ne sont pas capables de le traverser, alors qu'ils ont juste à le démolir, puis on en construit un autre. Ou pas du tout. Ils ont été sur pilote automatique toute leur vie. Et en même temps, on est une société qui est toujours sur le paraître, mais en même temps sur le faire. Oui, c'est important de faire, mais tu regardes, tu parles à n'importe quelle personne. Moi, je suis un boulanger, je suis un ci, je suis un docteur, je suis un gars de la construction. Mais les gens, tu leur poses la question, qui que t'es vraiment? Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils font. Ils vont rarement te dire qui ils sont. Ils ont passé toute leur vie à être un plombier. Rendus à 65 ans, ils prennent leur retraite. Ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'intérieur d'eux, d'apprendre à se connaître. Puis à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils sont identifiés à leur métier toute leur vie. Ils n'ont pas été chercher leur création, leur côté créatif. On est tous des artistes quelque part, là. Mais je veux dire, on est toujours été dans le... Je suis un docteur, je suis un infirmier. Même moi, des fois, quand je dis que je suis un ingénieur de son, je devrais dire je suis un être humain qui pratique le son. Ouais. Mais je suis bien plus que mon métier. Ouais. Toi, tu es bien plus. Je veux dire, on est des êtres humains, on est divins, on est ici pour apprendre, pour vivre des expériences, mais on s'identifie beaucoup à qu'est-ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire, mais il y a une distinction entre le faire et l'être. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr qu'il y a une distinction, mais c'est ça, c'est pas beaucoup enseigné au niveau des hommes, tu sais. Oui, c'est ça. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse, mais je n'irai pas dedans parce qu'on va en parler plus tard. Mais comme j'avais dit à l'épisode 0, il y a vraiment quelque chose chez les hommes qui est malheureux, qui a fait en sorte que vous avez été pris par l'éducation depuis la nuit des temps dans un faux chemin. Vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est votre responsabilité de ci, de ça. Ça part vraiment de loin, là. Puis, quand on regarde, si chaque être vivant est responsable de sa propre vie, bien, quand on décide d'être avec quelqu'un, que ce soit en couple ou dans une communauté ou un village, bien, c'est que les gens devraient se soutenir, s'entraider, s'encourager, puis être fiers, oser partager la fierté. Mais c'est pas ça, depuis la nuit des temps, que les hommes ont reçu, là. Tu sais, tantôt, je voulais te dire de quoi, j'ai oublié mon idée. Mais c'est ça, on a fait l'inverse, nous. On a parlé de Manuel, sa vie personnelle. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu qu'est-ce que tu as fait comme travail qui t'a passionné? Mais moi, j'enlève le mot travail, mais c'est la passion. Moi, c'est la création, c'est la musique. Je ne suis pas musicien, mais je suis plutôt arrangeur, mixeur. Je veux dire, c'est de travailler avec des artistes, c'est de composer. C'est vraiment la musique, c'est les arts. J'aime beaucoup ça, avoir des amis artistes, des musiciens. Pour moi, la création, c'est dans moi, là. J'ai toujours été quelqu'un de créatif depuis que je suis tout petit. J'ai pris une vie qui était différente. J'ai choisi, j'ai rentré dans le moule pendant un certain temps. Mais depuis que j'ai repris, pas mon pouvoir, mais j'ai repris mon essence, j'accepte beaucoup plus. Je suis plus dans une simplicité volontaire comme vie, mais je vis des très belles choses. Même avec toi, c'est merveilleux, les échanges qu'on a, le podcast qu'on est en train de faire. Je veux être plus dans les relations humaines. Oui. Les relations humaines, la création, c'est vraiment moi. Je veux dire, ça a toujours été moi. Oui, puis c'est en même temps, avec les relations humaines, c'est de la co-création. La co-création, oui. J'aime parler avec les gens. Je veux dire, quand dans le temps que je faisais du meeting, j'ai ouvert des meetings à Belleuil, j'ai aidé des gens. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Merci beaucoup, Manuel, d'avoir créé un meeting. On peut s'exprimer. » Parce que si on en revient à l'émission pour les hommes, moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé en étant un homme. J'aimerais ça aider les hommes, tu sais, je veux dire, parce que je le sais en étant un homme que c'est difficile, on part de loin.
Puis il y en a encore qui n'arrachent beaucoup, puis les hommes sont sensibles, sont aussi sensibles, mais il faut arrêter d'avoir cette mentalité-là qu'un homme, il faut qu'il soit dur, puis qu'il faut qu'il soit tough. Puis Ouais, sinon, il ça, est c'est fatigant. faible. Sinon, il est faible. Ça, c'est fatigant. Moi, je veux dire, quand la mère de mon fils, on s'est séparés, c'est moi qui ai amené mon fils au parc au carrosse, c'est moi qui ai changé les couches. Toutes les madames me disaient, ah, c'est beau de voir un homme. Je veux dire, l'homme, s'il serait plus lui-même, il serait plus authentique, il verrait tellement qu'il serait beaucoup plus beau, parce qu'il verrait plus sa vraie nature, puis la femme aime ça, voir un homme qui est capable de s'exprimer puis de nommer ses émotions. Et de reconnaître sa valeur. Oui, on est tous des humains, là. Je veux dire, on est toutes des créations du divin, que ce soit un homme ou une femme. Il faut arrêter la division un petit peu, là. Puis un gars, quand ça a le goût de broyer, ben broyer, les gars, là. Let's go. Et quand ça a besoin d'aller avoir de l'aide, oser aller en chercher aussi, là. Oui, c'est ça. Parce C'est ça. que, tu sais, les passages, quand on a une vie où est-ce que ça va bien, fine. Mais quand il y a un bout rough, peu importe l'élément déclencheur, de se faire accompagner momentanément, ça vient juste nous aider à voir l'événement dans lequel on traverse qui est difficile de façon différente avec quelqu'un qui n'est pas dans le jugement puis qui a un visuel et une expérience de vie sur lequel il peut aller s'appuyer. Dire, OK, je suis en train d'exagérer, moi, là? Je suis en train de je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, là, mais tu sais, je veux dire, quand on vit une situation tellement difficile qu'on est désarmé, mais à tous les niveaux de sa vie, bien, quand quelque chose s'effondre, bien, ça vient juste nous dire, en toute simplicité, que Oui. c'est à reconstruire, mais là, maintenant, à ton image. C'est ça, c'est ça. Puis moi, un conseil que j'ai le goût de donner, c'est que aux hommes, ouvrez-vous aux femmes, parce que les femmes, ils peuvent À nous... vous-même en premier. À hein? vous-même, oui, à vous-même aussi. Oui, c'est à vous-même. S'il vous plaît. Oui, mais en même temps, si on peut se nommer plus, on peut retirer beaucoup de compréhension chez la femme. Comme toi, je veux dire, je me sens très compris parce que je me suis ouvert. D'abord, je veux dire, je pense que l'homme et la femme peuvent se compléter s'ils sont authentiques les deux. Puis c'est ça qui fait qu'on appelle des belles relations, que ce soit amicales, amoureuses ou peu importe, frères et sœurs, de travail, frères et sœurs, c'est que d'arrêter la division, puis on serait surpris de voir comment que les gens pourraient nous comprendre beaucoup plus qu'on ne pense. Nous, les gars, on a l'impression qu'on n'est pas compris parce on n'ose pas parler. Tu sais, je parle au nom des gars. On a peur de se faire rire de nous autres parce qu'on a peur de se faire juger, puis un gars, ça broye pas, je reviens encore. Oui, mais souvent aussi, Oui. c'est que je veux juste apporter ce point-là, c'est que Oui, souvent, les hommes ont cette peur-là, d'être ridiculisés, de ne pas être entendus ni reçus, mais c'est parce qu'ils l'ont vécu. c'est vrai. Mais même si tu l'as vécu, à un moment donné, tu vas trouver la bonne personne qui va te confirmer que tu C'est as vrai. le droit d'être, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'avoir envie de mettre un point sur la table sans passer pour un colérique, là. C'est vrai, c'est vrai. Ton point sur la table, est-ce que c'est possible qu'il puisse juste venir te dire « Je me sens impuissant, Oui, c'est vrai. je suis démuni, j'ai de la peine, je me sens comme ci, comme ça, comme ça. » Est-ce que ça se peut, ça? Oui, parce qu'on dirait que c'est comme les gars n'ont pas le droit d'avoir de la peine. Il faut que tout le temps, il faut qu'ils soient forts. Ben, c'est... C'est encore c'est à cause d'une fausse croyance. Oui. Ça. Oui. Puis moi, je pense qu'on avait terminé, là. Je pense que c'est ça, hein? 53 minutes. Moi, c'est certain. Moi, je veux juste terminer pour dire que j'ai une reconnaissance de mon côté à moi. Le fait que j'ai toujours été beaucoup entouré de femmes, et même à l'école, au secondaire, j'ai beaucoup eu d'amis de femmes, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me nommer, ça m'a aidé à être moins renfermé, même si j'ai quand même travaillé. Je veux dire, là-dessus, je peux dire que je suis content. Je suis content du chemin que j'ai fait, puis je suis content de pouvoir me nommer. Puis quand je ne vais pas bien, je le nomme. Je nomme les choses. Puis quand je suis triste, je le dis, puis je vais m'accueillir. Ça, là-dessus, je suis content, puis c'est quelque chose que je souhaite à tous les hommes. Est-ce que ça t'arrive de te faire un genre de... que ce soit papier ou juste dans ta tête, mais de te faire un listing de toutes tes wow, les choses qui t'ont fait du bien pour te... Tu sais,
dans la vie, des fois, on vit toutes sortes de situations, mais de se faire un petit listing de mes bons coups ou les choses qui m'ont fait du bien, que ce soit, je dis n'importe quoi, aller faire d'équitation, aller faire... tu sais, peu importe, j'ai réalisé, j'ai aidé quelqu'un, j'ai gardé ma grand-mère chez nous jusqu'à la fin de sa vie, peu importe quoi, là. Mais est-ce que tu as déjà pensé de te faire un listing des choses de tes wow pour que quand tu arrives dans un moment difficile, parce qu'on s'entend-tu que la vie, même si on est plus conscient, on n'arrête pas d'être impacté, là. Oui, c'est vrai. Les événements de la vie, elle continue d'être la vie, puis on est challengé pareil. C'est notre façon de voir la vie et de réagir à la vie qui fait que on pogne moins les nerfs, on est plus dans le lâcher-prise, on est plus dans la douceur envers nous-mêmes au lieu d'être dans l'auto-sabotage et le jugement envers nous-mêmes. Alors, à partir de là, c'est quelque chose que tu as déjà pensé de te faire? Non, mais honnêtement, tu me le fais penser. Je veux dire, je l'ai fait souvent dans ma tête où je me suis dit, j'ai pas retombé là-dessus, j'ai compris tellement de choses. J'ai peut-être pas écrit, je l'admets, mais... ce serait peut-être une bonne chose à faire, oui, c'est vrai, d'écrire mes bons coups. Mais en même temps, d'où ce que je parle, là, parce qu'on part de loin, là, si je regarde les comportements que j'avais là, une couple d'années, que je les ai plus maintenant, j'ai dit « wow ». J'ai appris aussi à me choisir. Ah oui, OK, parfait. J'ai appris à me choisir plus. J'ai appris à dire non. Parce que souvent, comme dépendance, parce que dans mon cas, quand on est abandonné, on veut se faire aimer. L'être humain, tous les êtres humains veulent se faire aimer, on ne se le cachera pas. Bien, c'est normal aussi. C'est normal aussi, d'abord, mais aimer de la bonne façon. Oui. D'abord, j'ai appris plus à m'aimer, c'est-à-dire plus que je m'aime, plus je suis capable de me choisir, plus je suis capable de dire non quand ça ne me convient pas. Sans te sentir coupable. Oui, et quand je fais quelque chose, ça veut dire que j'ai le goût de le faire. Même si c'est pour quelqu'un d'autre. D'abord, oui, la liste, ça peut être une bonne idée, mais j'ai fait des bonnes actions. Si je reviens encore, je sais, à la dépendance affective, il y a des relations que je n'irai plus maintenant. Ou si ça arriverait, je vais le voir assez rapidement. Et, mesdames et messieurs, pour terminer, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, parce que si vous ne l'écoutez pas, au début, elle va crier après vous. Puis si vous ne l'écoutez pas encore, elle va faire arriver des petites bades là, pour vous obliger à prendre un temps d'arrêt pour écouter. Oui, c'est ça. Attendez pas à 17 ans comme moi pour écouter votre petite voix, là. Mais, écoute, c'était merveilleux comme première émission. Ben moi, je suis contente. Puis là, les gens... là, tu as parlé un petit peu au niveau du travail, mais là, moi, je veux que tu en dises plus que ça. Là. Écoute, c'est quoi ton trip en rapport avec le son, là? OK, le son... OK, là, c'est sûr que c'est les podcasts qu'on fait en ce moment, mais moi, je suis comme semi-retraité. En ce moment, je suis en train de faire mes disques, ma musique, mes productions. Je suis en train de faire, pas un album, mais je fais mes tunes. Puis, je veux dire, je suis en train de monter ma musique qu'éventuellement, j'ai commencé à mettre sur YouTube. C'est de faire de la musique, simplement. Je veux dire, sans me créer trop d'attentes pour ne pas devenir un superstar, mais je veux être dans la création musicale. C'est là que je suis maintenant. D'abord, je suis plus libre. D'abord, t'as du temps. J'ai du temps. Je veux dire, je vais dans la nature, je marche beaucoup, vu que je suis plus sur le marché du travail. D'abord, mais c'est de m'occuper. Puis, en même temps, aussi, les nouveaux podcasts qu'on fait en ce moment, c'est quelque chose de plus pour moi que je trouve super intéressant. C'est un plus dans ma vie, ça. J'aime partager aussi mon vécu, là. Oui. Puis je tiens à préciser aux auditeurs que la petite musique d'entrée et de finalité de tous nos podcasts, c'est Manuel qui les a fait. Alors, il crée de la musique. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et lui, son dada, c'est la période de disco. Non, j'ai 61 ans. La disco dance gros, oui. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand ça bouge. J'ai été quand même dans mes anciennes vies DJ, les années 70-80. Mais, vous savez, moi, je me dis, la musique, c'est pour tous les goûts. Il n'y a pas de mode. Je veux dire, on fait la musique qu'on aime, peu importe la mode, les années. Il y en a qui vont peut-être trouver ça dépassé, mais moi, c'est pas grave. La musique, je la fais, c'est pour moi que je la fais. Si quelqu'un d'autre l'aime, tant mieux, mais oui, je fais de la musique disco des années 70, puis j'aime ça. En fait, la musique nous porte
nous aide, Oui. nous soutient dans la transformation. Quand on apprend à utiliser la musique de plus en plus dans les façons de faire, dans nos transformations, nos prises de conscience, c'est fou à quel point c'est beaucoup plus allégé, là. Oui. C'est Ben, vraiment... écoute, Tu as des annonces à nous faire, je pense. oui, mais OK. merci. Ça fait plaisir. C'est tellement... Je suis contente parce que tout ce que tu as dit, je suis entièrement convaincue à 1000% qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se retrouver là-dedans. Il y a des auditrices qui vont dire « Colin, mon père est de même, mon frère est de même, mon cousin, mon chum. » Ils ont des gens, là, mon ami, à qui ça va pouvoir parler, que ça va pouvoir aider. Puis, les podcasts... Nous, comme on avait dit dans l'épisode 0, si vous avez la chance d'aller l'écouter, ça l'explique tout le pourquoi du comment, de ce qu'on met en place et tout ça. Et notre but, c'est vraiment d'inspirer, de guider les gens, puis tout ça, pour pouvoir, de façon facile, fluide, le fun, tout de suite, donner des outils, des enlignements à des gens pour que ça aille mieux, sans nécessairement aller en relation d'aide. Ceci étant dit, si vous avez besoin d'être accompagné, c'est important d'y aller. Et ça peut arriver que vous alliez voir une personne, puis qu'à l'intérieur de vous, ça dit non, bien, continuez vos recherches. C'est parce que c'est pas avec cette personne-là que vous allez faire votre cheminement, votre avancement et votre transformation. Ici, dans les podcasts, entre autres, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on veut donner le pouvoir, la parole aux hommes et dans un endroit sécuritaire. Alors, on vous invite à communiquer avec nous par écrit pour pouvoir, ceux qui veulent partager leurs expériences, des choses qu'ils ont pu vivre, qui s'en sont sortis et de quelle façon que vous vous en êtes sortis, pour montrer aux gens, montrer aux hommes, à la gente masculine, que c'est possible de s'en sortir. Et là, moi, j'ai déjà une vingtaine d'enregistrements que je suis en train de commencer à faire d'hommes, de femmes qui vont venir vous témoigner des circonstances abracadabrantes les unes des autres, mais les gens s'en sont sortis avec des façons, des méthodes différentes les unes des autres. Et on veut donner de l'espoir. Puis pas juste de l'espoir... une inspiration, deux inspirations, après ça se tombe, là. Non. Du vrai, du solide, du puissant, bien enraciné. Donc, si vous avez envie de partager, puis là, le partage, ça peut être, vous vous nommez et tout. Sinon, ça peut être anonyme. Il n'y a pas de problème. On vous donne un surnom, je dis n'importe quoi, de fleurs, de thé, de pays, de... Peu importe. On veut qu'il y ait de l'humour. On veut qu'il y ait... Même si c'est sérieux, on veut quand même apporter une petite touche de légèreté pour que ça soit plus facilement assimilable puis inspirant aussi. Donc, pour ceux qui veulent communiquer avec nous dans un but de peut-être nous dire des commentaires, dire qu'est-ce que ça leur a fait, d'écouter nos podcasts ou encore de se porter volontaire à un partage qui pourrait aider d'autres hommes. On vous invite à nous écrire à manurie007@commercialgmail.com. Alors là, je vais le dire en l'éplant. MANURIE 007@commercialgmail.com. Maintenant, nos podcasts sont sur la chaîne YouTube de l'Expérience d'être soi. Vous tapez ça, ça va sortir. Et au niveau Facebook, nous avons la page pro de Marie Doff, MSC.M, l'Expérience d'être soi. Moi, j'ai une maîtrise en métaphysique. C'est pour ça les lettres de MSCM. C'est juste pour dire, spécifier qu'il y a une maîtrise en arrière de la petite madame. Donc, oui. Ben écoute, je pense que ça fait le tour. Je te remercie infiniment. Ça a été plus qu'un honneur. Ben moi, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est gentil. Ça t'a fait du bien? Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis je suis vraiment content qu'on l'ait fait ensemble. Puis
ça m'a fait vraiment du bien. Parce que moi, partager, ça me fait du bien vraiment. Puis il y a un côté libérateur à chaque fois que j'en parle. Ben, merci. Merci, merci. Et la prochaine émission? Oui, la prochaine émission, Manu? C'est moi qui va te poser des questions. Oui. On va te connaître, la prochaine émission. Oui, c'est ça. La prochaine émission, ça va être Marie Doff, qui allait, d'où elle vient. C'est ça. Ben oui. Elle est arrivée comme une flèche sur la planète. Oui, l'émission, ça va être l'émission 3. Oui. Puis je vais te poser des questions pour te connaître un peu plus. Ça va être l'émission 2. Ah, ben oui. Parce qu'il y a la 0. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es la 1. Ben oui. Puis moi, la 2. C'est vrai, l'émission 0. Oui, ça va être l'émission 2, oui. Oui. Ben, alors, oui. on vous souhaite un bon restant de journée, soirée ou nuit, tout dépendant c'est ça. de où vous nous écoutez. Puis, on va attendre de recevoir vos magnifiques commentaires. Puis, on espère vraiment faire une différence dans vos vies de façon détachée et inconditionnelle parce qu'on veut que l'humain puisse se reconstruire à son image à lui et non selon ce que quelqu'un d'autre extérieur à lui attend. C'est justement. Bon, ben merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Prenez soin de vous.